Merci beaucoup, cher Jean-Luc. Bonjour à tous ceux qui sont présents et bonjour à tous ceux qui sont nombreux en Zoom, en visioconférence. Et je sais que nombreux sont ceux qui ont suivi toutes les conférences. Nous arrivons donc au bout de ce long parcours, pour vous, pour moi aussi. Pas tellement pour le dire, mais pour l'écrire. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du corps étranger et conclure, alors j'espère avoir le temps, sur les trois vies. Voilà. C'est-à-dire sur l'aspect spirituel de Mène de Biran, pour aller au bout de mon interprétation. Donc l'aspect spirituel de Mène de Biran sera développé simplement à la fin, car pour tout vous dire, il faudrait refaire un deuxième livre ou d'autres conférences sur la question, on va dire, spirituelle de Mène de Biran, la lecture de Saint Jean par Mène de Biran, etc. Dans la première leçon, je le rappelle, nous avons donc exposé la figure de Mène de Biran, le colon métaphysicien, avec l'hypothèse que j'ai développée durant toutes ces leçons, d'un Mène de Biran non pas intérieur, non pas un Mène de Biran du fait du sens intime ou de l'effort intérieur, mais un Mène de Biran du dehors à soi. J'ai expliqué le cas de Mène de Biran. Dans la première leçon, j'ai essayé de développer la constitution du moi, en expliquant comment Mène de Biran, d'une certaine façon, et la chose est tellement visible, et Michel Henry l'avait très bien vu, est celui qui a déjà vu l'impossibilité de rapporter le cogito à la res cogitans, ce qu'on avait appelé la réduction moi, et j'avais développé le sens du spiritualisme et le choc en retour du spiritualisme sur la phénoménologie. Les leçons 3 et 4, leçon 3, résistance du corps, et leçon 4, enquête de la chair, ont alors été des leçons en vis-à-vis, autour de cette interprétation de la statue de Condillac, qui ne dit pas « je suis une odeur de rose », contrairement à ce qu'écrit Mène de Biran, mais qui dit, dans le traité des sensations de Condillac, « elle sera donc odeur de rose ». Et c'est cette formule que tord Mène de Biran en disant « je suis une odeur de rose ». Donc c'est pas, j'ai appelé ça la parole détournée, je coupe aussi mon téléphone, j'ai appelé ça la parole détournée de Mène de Biran, en développant cette fois-ci non seulement la phénoménologie, mais l'herméneutique de Mène de Biran, à savoir l'herméneutique charnelle du corps, et non pas seulement de la chair, que développe Paul Ricoeur dans Soi-même comme un autre, dans Vers quelle ontologie, en se référant d'ailleurs justement à Mène de Biran. Et puis hier, nous sommes entrés dans cette contre-histoire de la folie, avec une référence bien sûr implicite et explicite à Michel Foucault, pour dire que Mène de Biran n'appartenait pas à ce grand renfermement, même s'il y a ce fameux débat entre Foucault et Derrida. Et j'ai essayé d'expliquer comment, chez Mène de Biran, l'homme était hors de lui et pas simplement en lui, en des expériences limites. Chez Mène de Biran, ces expériences limites peuvent être celles de la paralysie, on va le voir, du rêve, de la folie, des drogues, etc. Évidemment, dans Hors phénomène, les expériences limites s'appellent maladie, séparation, mort d'un enfant, catastrophe naturelle et pandémie. Et nous avons terminé sur la question de l'inconscient, puisque nombreux sont ceux qui ont dit qu'il y avait un inconscient organique chez Mène de Biran, formule qu'on trouve chez Henri Gouillet, par exemple, qu'on trouve chez Romeyer d'Herby, ou qu'on trouve encore chez Michel Henry lui-même. Alors aujourd'hui, nous entrons, dernière leçon, chapitre 5, dans le corps étranger, devenir étranger à soi ou hors de soi. Évidemment, comme c'est la dernière leçon, alors tous les conférenciers vous disent toujours qu'il vous en manque une. Voilà. Mais donc, le début de ma conférence va se rapporter aussi à cette dimension spirituelle de Mène de Biran, sur laquelle je finirai, et je sauterai de nombreux passages de cette dernière leçon qui est trop importante. Alors, je repars de cette formule, c'est important, des considérations sur le sommeil, les songes et le somnambulisme de Mène de Biran, de 1809. Il n'y a rien de plus instructif pour l'homme éveillé que l'histoire des songes, comme rien de plus utile pour l'homme raisonnable que l'histoire de la folie. D'où la contre-histoire de la folie dont nous avons parlé hier. Introduction, le double absolu. Penser à l'extrême, ou se tenir sur les extrêmes, tel est maintenant l'ultime voyage de Mène de Biran. Ainsi, toute sa philosophie devient-elle une quête d'absolu, mais au deux sens du terme cette fois, c'est ce qui est nouveau. L'absolu, de absolvere, qui signifie à la fois l'acte de se détacher d'eux et d'achever, étymologiquement entendu comme le séparer hors de moi, ou aussi comme ce qui absorbe le moi, absolutus. Ainsi l'absolu,
atteint-il ou rejoint-il les extrêmes? Et ce n'est pas la moindre originalité que de le souligner. Car à ceux qui auraient encore pu croire que le moi phénoménal est le corps propre, je rappelle que Maine de Biran est l'inventeur du terme de corps propre, il a probablement parlé inventé, en tout cas le corps propre, Anne de Varieux l'a très bien montré, et qu'il utilise aussi le terme de moi phénoménal, d'où l'importante lecture phénologique de Maine de Biran. Alors à ceux qui auraient encore croire que le moi phénoménal et le corps propre, deux termes usités en français par Maine de Biran, suffisent à résumer l'ensemble de sa pensée, c'est en réalité, et c'est mon interprétation, le dehors, voire l'étranger, qui constitue sa plus haute originalité, car là se tient justement l'homme concret tout entier, dont nous avons parlé hier dans le projet de Maine de Biran de fonder une société philosophique d'anthropologie, qu'il n'a pas fondée d'ailleurs, toute son réalité et qu'on ne pourrait éviter. Il s'agit donc d'atteindre les deux bouts, aujourd'hui, ou de tenir ensemble tous les bouts. L'acte de s'absorber ou d'être absorbé, à la fois par le bas, dans le chaos ou le chaos de notre animalité, et par le haut, dans l'abandon à la divinité. C'est la fin de Maine de Biran qui va vivre une conversion dont je vous dirai, à mes yeux, qu'elle est une conversion authentique au christianisme et pas simplement une conversion à une tendance religieuse, comme le dira Henri Gouillet dans les conversions de Maine de Biran. Tel est ce qu'il faut nommer ici le double absolu, ou les deux manières pour le moi d'être séparé de soi pour s'oublier, voire s'aliéner, positivement aussi en un autre. Je vous lis ici ce qu'écrit François Azouvi à propos de Maine de Biran, dans un article sur la conscience et l'identification. Il a tout à fait raison. L'identification se fait aussi dans le sens opposé, avec Dieu. La conscience n'en disparaîtra pas moins que lorsqu'elle s'absorbe dans la vie animale. Donc, double absolu, l'animalité, la divinité. Maine de Biran lui-même témoigne de cette double absoluité dans ses derniers fragments, en 1823 et 1824, il meurt le 20 juillet 1824, là où précisément la descente par le bas vers l'animalité, catabase, rejoint la montée vers le haut, vers notre humanité, vers la divinité. L'homme, je vous cite ici Maine de Biran, l'homme est intermédiaire entre Dieu et la nature. Il tient à Dieu par son esprit. Alors c'est beaucoup moins connu l'aspect de Maine de Biran. Il tient à Dieu par son esprit et à la nature par ses sens. Il peut s'identifier avec celle-ci en se laissant absorber le moi, sa personnalité, sa liberté. Mais il peut aussi, dit Maine de Biran, je cite toujours, jusqu'à un certain point, s'identifier avec Dieu en absorbant son moi par l'exercice d'une faculté supérieure. Dans sa dernière philosophie, tome 10, 2. Ainsi peut se produire une sorte de perte du moi, ou disparition du moi, chez Maine de Biran, aliénation, un terme fondamental, on va le voir, certes négative dans le cas du trauma, ce qu'on a appelé la réduction à l'animalité, et je vous ai montré combien la statue de Condillac était le cas d'un trauma, ce que j'ai appelé hier l'existence lapidaire, d'être comme une pierre, mais positive aussi, dans l'identification à la divinité, à tel point qu'on le verra en conclusion de cette leçon, sur un point tout à fait important, c'est que Maine de Biran, dans des notes de son journal de 1923, de novembre 1923, eh bien, va écrire, on va le voir à la fin, il sort probablement de sa diligence, il dit dans son journal « J'arrive à Paris et j'ai réfléchi pendant tout le voyage à ce que pouvait être la religion. » Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commenté l'évangile de Jean dans les marges. Et le commentaire de l'évangile de Jean par Maine de Biran se trouve maintenant publié dans les œuvres complètes, mais ça a été publié d'abord par François Naville dans les nouvelles notes sur l'évangile de Saint Jean de Maine de Biran. Et ce que je vous dirai à la fin, c'est ce que Michel Henry avait le commentaire de Maine de Biran sous les yeux. Je vous assure que quand vous lisez les 5 pages de commentaires de Maine de Biran de l'évangile de Jean, verset par verset, et que vous mettez en face le commentaire de Michel Henry, surtout dans C'est moi la vérité, ce sont quasiment les mêmes propositions, même si Anne de Varieux a montré qu'il y avait un écart, mais en tout cas, je terminerai là-dessus. Alors, nous l'avons dit dès le début de notre conférence, Maine de Biran
comme Condillac, est un penseur de la résistance et de l'effort. Ainsi, quand plus rien ne me résiste, je ne me sens plus rien n'existe, y compris moi-même. On va voir ça dans un paragraphe qui s'appelle « Résiste, prouve que tu existes », la chanson de France Gall. Sans résistance et donc sans effort, je suis perdu ou abandonné en moi-même, en dessous de moi dans l'animalité, ou au-dessus de moi tendu vers la divinité. Point de jugement ici, y compris pour Maine de Biran. Le penseur de Bergerac nous paraît aujourd'hui proche de ce qu'on appellera plus tard la phénoménologie, et même la phénoménologie psychiatrique. On a parlé de Maldinet hier. C'est au moins en cela qu'il se contente de décrire les phénomènes et ne pose plus de frontières ni de barrières entre le normal et le pathologique, nous l'avons dit. C'est-à-dire que, soit en s'animalisant, soit en se divinisant, le sujet s'abandonne ou se perd en de l'autre en lui, que ce soit l'autre du trauma, hors phénomène, ou l'autre du tout autre, ce que j'ai appelé Dieu hors phénomène. Je vous lis ici Maine de Biran, toujours dans ses notes Existence et philosophie, que Michel Henry ne commentait pas. Il aurait pu les lire quand même dans le volume de Gouillet, mais qu'il ne cite jamais, sachant que Michel Henry, c'était essentiellement l'essai sur les fondements de la psychologie et la décomposition de la pensée. Voilà ce qu'écrit Maine de Biran. Au-dessus et au-dessous de cet état, l'état conscient de l'homme, conscium ou maître de soi, compos sui, au-dessus ou en dessous de cet état, il n'y a plus de lutte, plus d'effort ni de résistance, par suite, plus de moi. Mais tantôt c'est en se divinisant, tantôt en s'animalisant. C'est extraordinaire de penser que quand on devient animal, on n'a plus ce sentiment intérieur de l'effort, mais quand on s'absorbe en Dieu, on perd aussi le sentiment intérieur de l'effort. Donc le corps étranger, aujourd'hui, après la constitution du moi, chapitre 1, la résistance du corps, la quête de la chair et la contre-histoire de la folie, signifiera ainsi, le corps étranger, l'étranger hors de moi et l'étranger à moi, ce qui feront les deux parties de Maine de Biran que je vais étudier aujourd'hui. Là où le premier, l'étranger hors de moi, rejoint le corps épandu, en cela qu'il est toujours du corps qui reste, y compris le mien, du sommeil à la main paralysée. Donc on va avoir une longue étude sur le sommeil. Alors, vous allez voir, c'est du régal. Voilà. Mais et de la main paralysée, je n'aurai peut-être pas le temps de tout dire. Le second, l'étranger à moi, rejoint la pensée épandue, par là que le psychique, cette fois, est ce qui peut être traumatisé. On va le voir dans les songes, l'ivresse, le somnambulisme ou l'idiotisme, c'est-à-dire la démence. On parlera surtout des songes ou des rêves. Dans chaque cas, c'est bien de l'étranger, c'est-à-dire de l'alienus qui est donné, et ne pas s'en détourner est accepté qu'à autant d'exceptions, paralysie, folie, démence, ivresse, qui sont les cas que cite Maine de Biran, correspondent autant de modifications, ce qui est le leitmotiv de hors phénomène, devenir non seulement un autre soi-même, alter ego, non seulement un autre que soi-même, ego alter, non seulement un soi-même comme un autre, Ricoeur, mais un autre à soi-même. Je vous lis une note du journal du 6 décembre 1822, qui correspond absolument à ma perspective de autant d'exceptions, autant de modifications. Je suis modifié dans toute mon existence, physique, morale, intellectuelle, d'une manière absolument différente de celle de Grattelou, le fameux château de Grattelou dont on a beaucoup parlé. C'est presque un autre moi. Il y a un écart de régime, besoin d'agitation et de monde, impossibilité de rester en place, de se livrer à la vie intérieure qui a des charmes pour moi ailleurs qu'ici. Premier point, paragraphe 1 de cette conférence, l'homme aliéné. Pas de philosophie, nous l'avons dit, sans passer et traverser les frontières pour Maine de Biran. Nul ne pensera sans se laisser transformer par des disciplines et des pratiques qui font l'altérité. Ainsi, Maine de Biran rencontre-t-il, durant l'été 1820, le médecin Antoine Royer-Collard, directeur de la maison d'aliénés à Charenton, qui va d'ailleurs lui demander de l'aider à construire un cours, et c'est là où Maine de Biran va réécrire un livre, il va appeler ça les nouvelles considérations sur le physique et le moral dans l'homme. Donc, qui est ce Royer-Collard ? Donc, il est directeur de la maison d'aliénés à Charenton, en 1806,
inspecteur général de l'université entre 1808 et 1823, et professeur de médecine légale à l'école de médecine en 1816. Préparant un cours de pathologie mentale, devant être donné à Paris à partir de 1819, Royer-Collard consulte Biran, donc on consulte quand même, le tirant plus encore vers les rives du hors-du-soi et le faisant quitter la seule île douillette du sentiment du moi, qui est plutôt celle de Michel Henry. 1820, fin d'août. Lit-on dans le journal avec Amène de Biran, tout entier attelé à cette nouvelle tâche. Écoutez bien les doctorants, c'est une leçon de choses. J'ai passé tout ce mois et la fin du précédent, on peut l'imaginer à Grattelou, dans des occupations extérieures sérieuses de mon choix. J'ai refait mon mémoire de l'Académie de Copenhague, qu'il avait fait en 1811, dans l'intention de le communiquer, donc toujours pas pour publier, puisqu'il publie à peine quelques notes de son vivant, comme vous le savez, et aujourd'hui on a 19 volumes, donc dans l'intention de le communiquer à monsieur le médecin Royer-Collard, qui m'a consulté sur un cours qu'il se propose de faire à Charenton, au sujet de l'aliénation mentale. Cette restructuration, et même cette réélaboration des rapports du physique et du moral de l'homme, donc c'est le rapport de Copenhague de 1811, donnera alors et précisément les nouvelles considérations sur le rapport physique et moral de l'homme. Chaque ouvrage fait 300 pages ou 400 pages. Donc il réécrit un deuxième ouvrage avec les nouvelles considérations, modèle exemplaire de ce qu'il en est non seulement des aliénés, même s'il conserve quelques cas, Biran en laisse le privilège à Royer-Collard. Maître de Biran ne va pas faire une étude de cas ou de patients. Il va faire une étude sur ce que sont nos existentiaux. La maladie, la paralysie, le sommeil, le rêve. Mais ce qui va intéresser Maître de Biran, ce ne sont pas les aliénés, mais l'aliénation elle-même. De la médecine pathologique, les aliénés, on passe à la philosophie, le concept d'aliénation, en guise de pendant, voire de contrepoint, au moins dans des expériences de l'extrême, du sentiment du moi. Premier point, alienus, pour dire l'aliénation. Et je vais revenir ici vers ce passage absolument fondamental de Maître de Biran que nous avions commenté dès l'ouverture de nos conférences. Qui dit alienus, étranger, ne dit pas simplement alterus, autre. Mieux, l'alienus est l'alterus rejeté. Dit autrement, de même que la bestialité et le refus en nous de l'animalité, ce que j'ai montré dans les noces de l'agneau, de même l'étranger, ou plutôt l'étrangèreté, est le rejet hors de nous de l'altérité. Il y a de l'étranger, alienus, non pas uniquement lorsqu'il n'y a plus de moi, ipse, mais aussi et plus encore quand il n'y a plus d'autre, alter, en qui me reconnaître. Ni autre moi-même, alter ego, on l'a dit, ni autre que moi-même, ego alter, ni moi-même comme un autre, mais autre à moi-même. Étranger à moi, brisure du sujet phénoménalisant. Je le deviens étranger à l'autre ou au monde, cassure de l'horizon phénoménalisé, de sorte que plus rien ne demeure sinon un moi, ou plutôt un il y a traumatisé. Réduit à sa plus pure neutralité, le sujet ne se décline plus au nominatif « je », au vocatif « me voici », à l'accusatif « moi », au datif « à moi », voire à l'ablatif « pour moi », mais au cas neutre du « ça », « es » en allemand. Ça n'a rien à voir, le « ça » de Freud aussi, ou le « es gibt », comme « il pleut » ou « il y a », poursuivent ici Lévinas, suivant d'ailleurs Blanchot, dans la préface de la seconde édition de l'existence à l'existant, en 1980. Et voilà un passage de Lévinas absolument fondamental dans sa relecture de ce premier livre de l'existence à l'existant. On est en 1981. La notion de l'Ilia, développée dans ce livre vieux de 30 ans, publié en 1947, nous en semble le morceau de résistance. Une négation qui se voudrait absolue, niant tout existant, incessant remue-ménage, pour reprendre la métaphore de Blanchot. Il y a impersonnel, comme un « il pleut » ou « il fait nuit », et un point fondamental que va dire ici Lévinas, terme foncièrement distinct du « es gibt », il a critiqué la traduction de la Gegebenheit par Donation, terme foncièrement distinct du « es gibt » heideggerien,
il n'a jamais été ni la traduction ni la démarque de l'expression allemande et de ses connotations d'abondance et de générosité. Fin de citation. Après ce premier point, alienus, deuxième point, toujours dans l'homme aliéné, aliénation mentale au pluriel. Dans cette nouvelle perspective, essentiellement initiée en plein à partir de 1820 chez Mendel de Biran, il va parler explicitement de l'aliénation ici, mais dont nous avons vu combien elle était déjà présente en creux dans l'essai sur les fondements de la psychologie, lorsqu'on a déterminé le sens intime au chapitre 1, c'est là qu'il parlait déjà. Et Michel Henry aurait pu le voir, de la manie, du délire, de l'ivresse, du somnambulisme, et des passions véhémentes et subites, on en a reparlé hier. Tout commence donc par des prolégomènes placés en tête des nouvelles considérations sur les rapports du physique et du moral de l'homme. C'est-à-dire de ce texte, on va dire de ce polycopier que rédige Mendel de Biran de 300 pages pour M. Royer-Collard pour qu'il puisse faire un cours à Charenton. À l'instar de l'essai, c'est à nouveau l'exception qui confirme la règle. Telle est alors la définition énoncée de l'exister pour l'homme, voire de ce qui fait son humanité dans le moi phénoménal qui lui apparaît, à perception, et le corps propre qu'en même temps il ressent, la chair. Je vous lis ici Mendel de Biran dans cette nouvelle considération sur le physique et le moral. Exister pour l'homme, à titre de sujet pensant, actif et libre, c'est avoir la conscience, la propriété de soi, jouir de son bon sens ou de sa raison, de sa libre activité. Pourvoir dire et se reconnaître moi, voilà le fond de l'existence humaine et le point de départ de la donnée première, le fait primitif de toute science de nous-mêmes. Cette formule est le point de départ de l'interprétation à la fois spiritualiste et phénologique de Mendel de Biran. Mais nous l'avions annoncé dès l'excursus, au début de notre travail, sans l'analyser tout cependant. Tout change, tout tourne. Dès lors qu'en cas de trauma, cette conscience de soi ou cette propriété de soi, ce pouvoir, je cite, de dire et de se reconnaître moi, bref, le fait primitif ou la donnée première de nous-mêmes, disparaît. Dans le cas des aliénations mentales, indique alors mot pour mot Mendel de Biran, en discussion avec le médecin pathologiste Royer-Collard, il ne reste pour ce qui est d'un être de notre espèce, dit-il, que, je cite, les formes extérieures de l'homme, je continue à citer, mais qui ne se connaît, ni ne se possède, ni n'existe pour lui-même. Un aliéné ne garde que les formes extérieures de l'homme. Est-il encore de l'homme ou de la pure animalité par le bas? On pourrait certes alors croire et penser que l'homme aliéné n'est donc plus homme, et qu'il faudrait donc exclure la folie de l'humain, ainsi que nous l'avons montré à l'instar de Descartes dans l'interprétation de la folie. Toutefois, j'ai à considérer que je suis homme et donc pas fou, première méditation de Descartes. Mais il ne s'agit pas d'une histoire de la folie à l'âge classique chez Mendel de Biran, nous l'avons largement montré hier, en cela que la folie, à l'instar de l'inconscient organique, loin d'être expulsée de l'humanité, se retrouve au contraire en sa place centrale comme exception à de l'homme, qui ne dit pas moins ce qu'il en est de l'homme. Le dehors, en guise de bord externe de l'humain, qu'il s'agisse de l'absolu par le bas de l'animalité ou de l'absolu par le haut de la divinité que nous avons introduit aujourd'hui et vers lequel nous conclurons, dit cet étranger qui me fera sombrer dans une indomptable bestialité, absolue par le bas, soit me tirera dans une complète et autre altérité, absolue par le haut. Car, quand bien même nous ne sommes pas tous traumatisés ou aliénés, au moins sommes-nous tous, et sans exception, traumatisables ou aliénables. Ce n'est pas uniquement ce que nous sommes qui compte, mais aussi ce qui nous guette. Ne réduisons plus cette fois notre être au devoir-être, selon ces normes établies, mais au pouvant-être, dans la possibilité de choir, comme aussi de s'élever. Quand de tels cas d'aliénation mentale, mais à quoi on pourrait ajouter, selon Mendel de Biran lui-même, les maladies, les délires, les ivresses, les passions véhémentes et subites, les effets de drogue, l'homme soit dit et dit hors de lui, selon ce que souligne très justement, dit Mendel de Biran, la langue vulgaire. Et c'est ce qu'il répète et reprend Mendel de Biran à l'instar de l'essai sur les fondements de psychologie. Hors de soi, je le dis moi-même, au double sens où le sujet ne se contrôle plus à l'instar de la colère qui l'envahit, on l'a dit hier, et hors de soi, en tant qu'il sort de lui-même
et entre dans ce que la psychanalyse nommera un clivage avec lui-même qui n'a plus accès à soi. Ce que j'appelle le sujet hors-jeu, non phénomène, hors du jeu, J-E, hors de soi, et hors du jeu, hors du monde, hors du jeu du monde. Mais, et c'est là que nous l'avions déjà cité dans l'excursus, il convient maintenant de le répéter, de l'analyser, parce que surgit le sens étymologique et directement sous la plume de Maine de Biran, cette fois-ci dans les nouvelles considérations sur le physique et le moral de l'homme en 1820, eh bien surgit une analyse de l'alienus comme tel, c'est-à-dire de l'aliéné. C'est peut-être la première grande définition de l'aliénation, avant Karl Marx. Un peu après Hegel, mais dans un autre sens. Je vous lis ici cette magnifique définition de Maine de Biran dans ses nouvelles considérations sur les rapports du physique et de morale, c'est les prolégomènes. Très peu connu, très peu cité. Quand je suis tombé sur ce texte, c'était un miracle parce que c'était vraiment ce que je cherchais. Aussi dit-on très justement dans la langue vulgaire, je parle, c'est Maine de Biran que je cite, que dans un tel état, l'état dont nous avons parlé, lorsqu'un être de notre espèce ayant les formes extérieures de l'homme ne se connaît ni se possède et n'existe pas lui-même. Eh bien, dans un tel état, dit Maine de Biran, l'homme est hors de lui et étranger à lui, entre parenthèses alienus, d'où le mot très bien fait aliénation, c'est Maine de Biran qui parle, auquel on pourrait attribuer un degré de généralisation supérieur à celui qu'il a dans le sens ordinaire des biologistes et des médecins. Ce terme, ajoute Maine de Biran, aliénation, donc il étend à tout, conviendrait très bien en effet à tous les états propres de l'âme et du corps organisé, qui emportent avec eux, alors c'est là on est aux antipodes de l'interprétation spiritualiste et henrienne de Maine de Biran, emportent avec eux absence complète, momentanée ou permanente, du sentiment du moi, quoique les fonctions vitales et sensitives n'éprouvent pas d'interruption. Point de citation. On suivra alors ici et précisément le fil étymologique de l'aliénus de l'étranger pour comprendre de quoi il s'agit. Car il n'est pas question pour Biran de parler ici d'aliénation au sens hegelien d'un processus de transformation du moi en vue de sa subjectivation, comme dans la phagie de l'esprit, pas davantage qu'au sens plus tard lacanien d'extranéisation de l'autre en soi par l'impossibilité du radicalement autre de moi dans son séminaire 11. C'est plutôt à la phénologie psychiatrique qu'il faut ici s'adresser, nous l'avons dit, pour comprendre l'aliénation, et après avoir montré hier la proximité de la psychanalyse avec l'inconscient organique de Maine de Biran. Et je vous lis ici Henri Maldinet dans De la transpassibilité. Quand un schizophrène répond à la question « où ?» en disant « je suis ici, mais pour moi ça ne veut rien dire », indique Maldinet dans son texte La transpassibilité, et Henri Maldinet illustre ici parfaitement l'aliénus de Maine de Biran, ou l'étranger biranien. En effet, poursuit Maldinet, le schizophrène déclare qu'il n'est pas de là, qu'ici, à cette place par lui parfaitement repérable, il n'est pas au monde. Il ne peut rencontrer personne, ni être en prise sur les choses, l'étang n'est pas à sa main, un corps sans limite se prête à la non-discrimination de l'espace propre et de l'espace étranger. L'aliénation dont Biran traite ici est certes celle des aliénés, des Royer-Collard, à l'instar du cas Suzanne Urban pour Maldinet. Mais comme Maldinet, et c'est là où Maine de Biran fait pour Maldinet, d'une certaine manière, ce que Maldinet fait pour Bieswanger, même si Bieswanger était davantage philosophe, mais comme Maldinet, Biran étend l'étude de la seule psychopathologie à la philosophie en général. Il disait, je rappelle la citation, « On pourrait attribuer au mot « très bien fait aliénation » un degré de génération supérieur à celui qu'il a dans le sens ordinaire des physiologistes ou des médecins. Le hors de l'homme, animalité ou divinité, dit aussi quelque chose de l'homme pour Biran, comme pour Maldinet. Ni le fou, dément, ni le folle en Christ, bien sûr, Jean-Yves Lacoste qui m'a donné le folle, ni le fou, dément, ni le folle en Christ ne nient l'humanité pour Maine de Biran. Ou plutôt, ils en sont la négation plutôt que la privation. En cela qu'ils font voir certes le processus de blocage, mais aussi et surtout de mutation, c'est un point que je critique chez Maldinet,
à savoir que la mélancolie, la schizophrénie et la manie sont des blocages d'une ouverture originelle donnée, alors que pour moi, ils sont une transformation radicale, autant d'exceptions, autant de modifications. Donc, c'est plutôt non pas un blocage, mais un processus de mutation, voire de complète métamorphose, dans lequel on peut se voir, à son insu, engagé. D'où troisième point, autant d'exceptions, autant de modifications. Autant d'exceptions, autant de modifications, et non pas uniquement autant d'apparence, autant d'être, Martin Heidegger, ou autant de réduction, autant de donation, Jean-Luc Marion ici présent. Tel est, alors c'est le leitmotiv de Phénomène dans le chapitre sur la crise, tel est l'alienus ou l'étranger pour Maine de Biran d'abord. Il ne suffit pas, lorsque l'aliénation est radicale, selon le penseur de Bergerac venant au secours de son ami Royer Collard pour son cours de pathologie à l'hospice de Charenton, il ne suffit pas de dire que l'aliéné ou le fou aurait tout simplement perdu un état antérieur, dont il serait privé, qu'une bonne médecine ou un bon traitement l'aiderait à retrouver. Ce n'est pas à se retrouver, mais à se trouver ou à se constater autre et différent, voire projeté dans un autre, que conduit la véritable aliénation par laquelle le sujet se constate doublement étranger, à la fois à soi-même, horizon phénoménalisant, et au monde, horizon phénoménalisé. Le sujet hors jeu, hors du jeu JE et hors de moi-même, JEU, est radical. Ne demeure que le moi dans sa survie, et, dit Maine de Biran, ses fonctions vitales et sensitives. Par quoi il est pire d'être un mort vivant, hors phénomène, qu'un vivant non encore mort, l'angoisse de la mort. Précisément cela qu'on n'est pas mort, et que pourtant sont morts en moi, c'est le cas des aliénés, tout ce qui faisait mon humanité, ou à tout le moins ma spécificité et mon appropriation. Ni sentiment du moi, ni fait primitif de l'effort, ni moi phénoménal, ni corps propre, on a vu tout ça. Autant de déterminations précédemment étudiées, plus rien ne demeure alors pour Maine de Biran ici, quand il parle de l'aliénus, que le neutre d'un « il y a », dont on dira qu'il a peine à dire « moi », et un « dehors en moi », voire pour moi, d'un corps répandu, à jamais impossible de m'approprier. Je poursuis la citation de Maine de Biran que j'avais dit tout à l'heure. Ce terme aliénation conviendrait très bien en effet à tous les états propres de l'âme et du corps organisés qui emportent avec eux absence complète, permanente ou momentanée, de sentiments du moi, quoique les fonctions vitales et sensitives n'éprouvent pas d'interruption. D'où le quatrième point, cette fois-ci, aliénation. Aliénation. Je retrouve mon plan. C'est ici. Alors, l'aliénation, ou le constat de soi comme étranger à soi, autre à soi-même, s'entendra ainsi d'abord étymologiquement comme une cession, voire une vente de soi, au sens où l'on se trouve totalement désapproprié de tout droit de propriété, aliénus qui appartient à un autre, à étranger, à l'instar de l'aliénation immobilière, je ne connaissais pas ça mais j'ai découvert ça, l'aliénation immobilière en guise de dépossession d'un bien transféré à un autre, ici l'animalité ou la divinité, à titre onéreux ou gratuit. Quelque chose demeure certes aux yeux de Biran, mais seulement moi encombré par moi, n'ayant plus de demeure où habiter. Tel est ultimement le sens de l'aliénus ou de l'étranger à moi. Deuxième paragraphe, maintenant, l'étranger hors de moi, après la question de l'aliénation. Est-ce que j'ai mis mon plan ? Mon plan a disparu là. L'étranger hors de moi. Il y a donc de l'étranger en moi, aliénus, et tel est ce qui fait exception et étonnement chez Maine de Biran à l'autochtone du sentiment du moi ou du fait primitif de l'effort. Cette étrangeté, ou plutôt cette étrangèreté, se déclinera alors du point de vue physique, ce que j'appelle le corps épandu, et du point de vue psychique, ce que j'appelle le hors-phénomène. Soit de l'étranger hors de moi, lorsqu'il est question de corporéité, c'est la résistance du corps, soit de l'étranger à moi, lorsqu'il est question de psychique, ce serait le hors-phénomène. Dans le premier cas, la corporéité ou l'étranger hors de soi, la résistance, la force et la main paralysée. Dans le second cas, la psyché ou l'étranger à moi, les songes, l'ivresse,
le somnambulisme ou la démence. Premier point, résiste, prouve que tu existes. Depuis l'exemple paradigmatique de la statue de marbre, la résistance est première. On le sait pour Condillac, dès lors que la main choque de l'extérieur de la poitrine, chapitre 2, et on le sait pour Biran, dans le ressenti intramusculaire de la main, chapitre 3. Résister est à l'origine et se tient dès l'origine, avec une constante telle chez nos protagonistes qu'on ne saurait à leur époque, à tout le moins, le dériver du donné. Non pas uniquement barrage du soi, blocage, la résistance est d'abord constitutive de soi, dans la vie normale, puisque c'est la résistance de la main sur la poitrine chez Condillac et la résistance à l'intérieur de soi, dans la main, pour Maine de Biran. Elle est constitutive. Mieux, c'est justement à l'inverse, dès lors qu'il n'y a plus de résister, que l'ego ne se reconnaît plus, sombre et chute, faute de ne pouvoir s'appuyer. À l'externe de son corps, c'est un peu comme dans la lutte avec l'ange Jacob, pour dire moi c'est moi encore, disait Condillac, ou encore dans sa chair pour dire je suis une odeur de rose, disait Maine de Biran. Résister en premier, non pas pour être premier, mais en cela que réside notre primauté d'être homme, par quoi nous sentons et aussi nous savons que nous existons. L'essentiel aux yeux de Biran, certes, je suis mon corps, mais de Condillac aussi, c'est moi encore. Là, on croit à tort qu'il n'y aurait de résistance qu'en guise de réponse à la donation. On reconnaîtra maintenant que nul ne saurait exister sans résister, au moins dans un appui sur soi, Maine de Biran, voire dans le contrefort de soi à l'autre sur l'autre, Condillac. Au fameux don du présent qu'on ne cesse de ressasser, il convient d'opposer la résistance de la présence qui nous fait exister. Je vous cite un passage important pour moi, c'est pour ça que je le cite, du chapitre 2 de Hors Phénomène, qui s'appelle « Résistance de la présence », dont l'invention se découvre, en réalité, dans ce débat entre Condillac et Maine de Biran. On pense en effet ordinairement la résistance comme une opposition à une force qui lui serait extérieure, et donc à un donné qui la précéderait. Toute résistance dériverait alors d'un don ou d'une autre présence qui la rendrait possible. Le mets principal du repas, certes, un plat de résistance. Le flux électrique, la résistance de la bobine. La guerre, la résistance armée. La guérison, la résistance aux soins ou lever les résistances, etc. Mais c'est sans compter sur ce qui en réalité est premier, car résister n'est pas s'opposer, mais exister. Résiste prouve que tu existes. Telle est la chanson de France Gall, bien connue des Français. Rien de plus juste au regard de ce XVIIIe et XIXe siècle, tant oublié par la surdétermination des concepts de don et de vulnérabilité à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Nous avons perdu de vue que la résistance était première, parce que nous la faisons maintenant dériver de la Gegebenheit en guise de prédonné, comme si la lumière était toujours déjà là, et comme si l'écran du sujet n'était que l'écrin ou le lieu d'accueil d'un Esgypte, faussement interprété par Soladon, nous l'avons vu à l'appui de Lévinas, non pas comme pur et simple il y a. Condillac et Maine de Biran ne l'entendaient pas ainsi. Voyant eux aussi et d'abord la résistance comme initiale et originale, dans le cas de la statue de marbre, que nous avons longuement étudiée, qu'il s'agisse de la résistance de mon propre corps sur moi-même, la main qui touche la poitrine, ou celle que je ressens en moi, l'effort interne de ma main. C'est donc là une toute autre interprétation qui s'ouvre, au moins à partir du donné, moins à partir du donné que du résister, moins en guise de donation ou d'archi-révélation que d'un organique ou d'une force intérieure ou hyperorganique, aussi irrésistible qu'incompressible. Il y a alors des résistances à la résistance, va dire Maine de Biran, ou plutôt une perte de résistance. Nous existons donc quand nous résistons. Résiste prouve que tu existes, soit dans une résistance de moi à moi, mais par l'extérieur, soit d'une résistance de moi à l'intérieur de moi, par l'intérieur. Et c'est précisément lorsque la résistance tombe, soit dans la folie, la manie, l'aliénation, et on va le voir dans le sommeil pour le corps, soit lorsque la résistance tombe, lorsque je m'absorbe en Dieu, que d'une certaine manière, je ne suis plus tout à fait homme. Je vous propose maintenant de voir, donc, parce que je suis obligé d'aller assez vite, eh bien, les résistances aux résistances, en commençant par la résistance dans le corps, ce que j'appelle le corps épondu,
Deuxième point, après résiste, prouve que tu existes, l'organique du sommeil. Alors là, on va entrer dans un Mende de Biran, descriptif et phénoménologue, absolument incroyable, mais rarement lu ou connu, sinon par les spécialistes de Mende de Biran. Donc, l'organique du sommeil. L'organique du sommeil d'abord. Un passage de la perception immédiate de 1807, donc c'est tout au début de l'œuvre de Mende de Biran, c'est le seul ouvrage publié entier de Mende de Biran sur les 19, suffit à faire voir la double cession du sentiment de soi et du fait primitif de l'effort, non pas en résistant précisément, mais en abandonnant toute résistance. Si exister, c'est résister, résiste prouve que tu existes, il pourrait bien se faire que ne pas ou plus résister dans son corps par le sommeil, voire dans sa psyché par les songes, ce qu'on va voir dans les deux cas, soit une manière de s'anéantir ou de ne plus exister. Car loin de ne pouvoir distinguer le sommeil de la veille, et donc à en faire l'indice, voire la preuve d'un doute sur notre existence même, Descartes, Biran sait et sent au contraire de façon indubitable que notre corps ne s'éveille, c'est magnifique, qu'en gagnant sur le sommeil. Ce qu'avait vu Merleau-Ponty en lisant Mende de Biran, lorsqu'il parle de cette opacité préalable chez Mende de Biran, dans son cours de 1848, au moment où Mende de Biran est mis au programme de l'agrégation, je le rappelle, cours qu'il donne à Lyon à l'École normale supérieure et reproduit dans L'Union de l'âme et du corps chez Biran, Malebranche et Bergson. Là où on croirait, notre corps ne s'éveille qu'en gagnant sur le sommeil, à l'instar de la lumière sur l'ombre, du diurne sur le nocturne et non pas l'inverse. Là où on croirait à tort que le passif n'est que le retrait de l'actif, que ce dernier soit conscience, spiritualisme, ou corps propre, phénoménologie, les deux lectures que j'ai déjà pas mal développées, on voit et on lit au contraire, et en creux chez Mende de Biran, ce qui est notre lecture, une obscurité à l'origine, on en a parlé, le dehors, dont chaque jour nous nous efforçons de nous tirer. Nous ne sommes pas veille, qui nous oublions dans le sommeil. Nous sommes au contraire sommeil, dont nous nous extirpons par la veille. Le continuum d'exister de la chair, me sentir moi-même comme existant, ne se résout que dans son opposition interne au corps, mon hyperorganique qu'il me faut bien retrouver et redécouvrir chaque matin comme mien. Et je vous cite ici de la perception immédiate de Mende de Biran. Périodiquement suspendu dans le sommeil du moi et de la pensée, le mode fondamental de la vie individuelle renaît, toujours identique. C'est toujours le même rapport de la force à la résistance, même à perception immédiate, même moi. On ne saurait être plus clair. La perception immédiate de soi à soi, vécue en plein, qu'il s'agisse du sentiment du moi ou du corps propre, lutte contre la disparition, ou à tout le moins l'obscurité de soi à soi, que la personnalité individuelle est, disait Mende de Biran, à renaître toujours identique dans le rapport de soi à soi concomitant du corps, le corps propre, et de la conscience intime de soi. Eh bien le signe, puisqu'elle a à renaître en plein d'une continuité du moi. Quand je me réveille, c'est encore moi. Mais en creux d'un sujet qui s'abîme chaque nuit ou se perd dans le toujours différent. Il s'agit bien chaque jour de renaître dans la veille, parce que chaque nuit, on se perd dans le sommeil. Magnifique Biran, ici. Tout fut effacé, tout disparu. Écrit parfaitement Biran en recopiant celui qu'il nomme l'immortel Buffon, dans les nouvelles considérations sur le sommeil et les songes. Tout fut effacé, tout disparu, tout a disparu. La trame de mes pensées fut interrompue. Je perdis le sentiment de mon existence. Ce sommeil fut profond. Mon réveil ne fut qu'une seconde naissance. Je sentis seulement que j'avais cessé d'être. Alors il commente, Mende de Biran commente, il ne peut y avoir de sommeil partiel comme il n'y a de moi partiel. Commente alors le penseur de Bergerac. Soit je dors, soit je veille. Mais nulle solution de continuité à l'instar d'un Leibniz qui verra encore un lien, y compris organique, nécessaire entre le moi qui dort et le moi qui veille. Dès lors que les petites perceptions, dira Leibniz, m'apprennent, je cite ici le passage très connu de Leibniz
dans les nouveaux essais de l'entendement humain de 1756. Donc, chez Leibniz, il y a bien une solution de continuité entre le moi qui dort et le moi qui veille, dit-il, parce qu'on ne dort jamais si profondément qu'on ait quelques sentiments faibles et confus, et on ne serait jamais éveillé par le plus grand but du monde si on avait quelques perceptions de son commencement qui est senti. Fin de citation. On ira ainsi pas trop vite pour identifier les petites perceptions de Leibniz. Je vous rappelle qu'au château de Gratteloup, en visitant la bibliothèque avec le châtelain qui nous écoute peut-être, j'ai ouvert un volume de Leibniz dans la bibliothèque. Vous n'avez pas entendu ça, Jean-Luc, et je suis tombé sur un manuscrit de Maine de Biran. Le châtelain ne le savait pas lui-même. Dans le volume de Leibniz, donc il y en a partout, hein, il écrivait partout, vous savez qu'on en a retrouvé dans les greniers, partout. Hein. Je rappelle 10 000 pages aujourd'hui publiées de Maine de Biran, à peine 450 pages publiées de son vivant. Hein. Donc, il discute avec Leibniz, mais loin d'identifier, loin de suivre seulement les petites perceptions, Maine de Biran écrit un discours qui s'appelle « Les perceptions obscures ». Un discours adressé à la Société médicale de Bergerac, qui s'intitule donc « Le mémoire sur les perceptions obscures » du 15 septembre 1807. Et ici, la solution de continuité n'est pas unilatéralement acceptée. Et quand bien même l'obscurité sera encore en attente de la lumière, ce qui ne sera pas le cas dans Orphénomène, rien ne dit ni ne prouve qu'il y a un quelconque continuum, au moins organique, de la veille au sommeil. Dormir, c'est s'absenter d'eux, ainsi que le commente Anne de Varieux dans l'écart, selon nous, des perceptions obscures de Maine de Biran aux petites perceptions de Leibniz. Belle analyse du sommeil, faite par Anne de Varieux dans son premier ouvrage, Maine de Biran, l'individualité persévérante. Car si les premières, les perceptions obscures, attendent certes et encore la lumière, comme le sommeil et la renaissance dans la veille, elles ne demeurent pas toujours présentes à l'instar des secondes, les petites perceptions, le sommeil marquant pour Biran une radicale rupture, y compris organique, dans la double perte du sentiment de soi et du fait primitif de l'effort. Si je le commente, c'est que vous savez que Leibniz explique qu'il faut bien qu'il y ait un continuum du fini à l'infini, inventeur de calcul intégral différentiel. Et donc Leibniz explique que pour entendre le son de la cloche au réveil, il faut bien que j'entende tous les petits bruits dans mon sommeil. Sinon, je n'entendrai jamais le son de la cloche au réveil. Pour que j'entende le bruit d'une vague ou des vagues, il faut bien que j'entende le bruit de chaque goutte d'eau, même si je ne sais pas que je l'entends. C'est cela contre quoi va lutter Maine de Biran. Parce que le sommeil, pour Maine de Biran, est un néant. Alors, Maine de Biran ne suit pas Leibniz dans sa solution de continuité, en cela précisément que le sommeil est rupture, aliénation, changement complet d'état, et non pas conservation d'un état antérieur. Il parle ici à la Société médicale de Bergerac. Voilà qui est d'une rare profondeur et aussi d'une rare actualité, non pas uniquement au regard de la psychanalyse, qui quant à elle cherchera toujours davantage une solution de continuité de du rêve au sommeil, mais plutôt de la philosophie, pour qui le sommeil a toujours été identifié comme à une forme de mort. Le gouffre est là, qui à chaque soleil couchant s'ouvre à moi et se tend. Voilà. J'y pensais hier soir en essayant de m'endormir. Bon. J'ai un peu de mal, mais voilà. Mais je pensais à ces lignes. Vous êtes libérés. Alors c'est moi qui écris, mais c'est pas Maine de Biran. Mais le gouffre est là, à chaque soleil couchant, qui à chaque soleil couchant s'ouvre à moi et se tend, sans savoir si seulement un jour j'en ressortirai et verrai à nouveau la lumière. Je voudrais parfois ne pas y sombrer, mais on ne peut ni ne doit que s'y laisser aller, au risque à l'inverse de ne jamais en sortir et alors là d'y finir. Tomber de sommeil ne suffit pas, encore faut-il y sombrer et s'y laisser aller, dans un abandon qui n'est pas seulement détachement, mais aussi d'abord perte et néantisation. En tombant de sommeil, écrit remarquablement et en quasi-béranien Jean-Luc Nancy, dans son magnifique ouvrage « Tombe de sommeil », écrit en 2007, je cite Jean-Luc Nancy, c'est du Maine de Biran, « Je tombe à l'intérieur de moi-même, de ma fatigue, de mon ennui, de mon plaisir épuisé ou de ma peine épuisante. Je tombe à l'intérieur de ma propre satiété, aussi bien que de ma propre vacuité.
Je deviens moi-même le gouffre et la plongée, l'épaisseur des eaux profondes et la descente du corps, noyé qui sombre à la renverse. Je sors, et ce je qui dort ne peut pas plus le dire qu'il ne saurait dire qu'il est mort. C'est donc un autre, parce qu'on est chez Mène de Biran, qui dort à ma place. Mais si exactement, si parfaitement à cette place mienne, qu'il occupe entière sans en délaisser, ni en excéder la moindre parcelle. Ce n'est pas une partie de moi, ni un aspect, ni une fonction qui dort. C'est cet autre tout entier que je suis, dès lors que je suis soustrait à tous mes aspects, à toutes mes fonctions, sauf à cette fonction de dormir, qui peut-être n'en est pas une, ou bien qui ne fonctionne qu'à suspendre toute fonction. Fin de citation, tombe de sommeil. À la lumière de cette double tombée, voire tombe, il ne le dit pas, mais c'est pas mal, tombe, voire tombe de sommeil, sentir seulement que j'avais cessé d'être, Biran, ou sentir qu'un autre, ou dire qu'un autre dort à ma place, Nancy, le parmédidien du sentiment de soi ou du fait primitif de l'effort chez Mène de Biran, lutte contre l'héraclitéen d'un rapport de force de soi en soi comme résistance. Par quoi le cosmos, ordre et bonté, sombre dans le chaos, le plein ou ouvert prêt à se refermer, ou l'être, y compris organique, dans le néant. Certes, le moi phénoménal demeure, en particulier dans cet entre-deux du sommeil et de la veille, soit au moment de l'endormissement, soit dans l'abandon au délassement. Ah, parfois on est entre le sommeil et la veille. Qu'en dire ? Excuse-moi, au délassement. Tel est l'existential de l'entre-deux, là encore remarquablement décrit dans De la perception immédiate, dès lors que toutes les sensations des choses sont comme suspendues ou réduites, pour n'atteindre, pour le dire dans le langage de Biran, je cite, que les impressions internes réduites au ton naturel de la vie organique. Et je traduis donc dans une véritable expérience ou variation phénoménologique. Je vous lis ici Mène de Biran dans De la perception immédiate. Tous les muscles volontaires contractés dans l'immobilité du corps. Vous êtes dans votre lit, les yeux ouverts dans les ténèbres, l'ouïe tendue dans le silence de la nature, l'air ambiant en repos et la température extérieure en équilibre avec celle de la surface du corps. C'est moi qui parle, en de telles situations de repos immobile, que Jean-Yves Lacoste nommerait peut-être phénomène de l'aise, dans le simple fait par exemple de bien être là pour prendre une tasse de thé, dans l'événement Le Monde de l'absence d'heure, l'effort reste seul, écrit Mène de Biran. Et, je continue la citation de Mène de Biran, et avec lui le moi phénoménal pur, ou réduit à son aperception immédiate interne. Mais tout cela ne vaut, et c'est là que l'exception confirme la règle qu'il faudra lire Mène de Biran en creux, c'est-à-dire dans un dehors intérieur à soi, et non plus en plein, dans une pure présence à soi, comme nous l'avons annoncé dans l'excursus, cela ne vaut que dans la mesure où je suis là m'apercevant, ou plutôt m'auto-affectant par moi-même, c'est-à-dire dans l'éveil, y compris musculaire ou plutôt intramusculaire de mon propre corps. Je vous lis à nouveau Mène de Biran, toujours dans la perception immédiate. Tant que ce mode invariable persiste, c'est-à-dire tant que dure la veille du moi, les impressions sensibles ou accidentelles coïncident avec lui et peuvent participer, suivant diverses lois ou conditions, à son utilité reproductive et à la lumière naturelle de la conscience qui jaillit de cette source. Vient ma question. Mais qu'arrivera-t-il, ou qu'arriverait-il, s'il ne durait pas ce mode invariable de ce sentiment de l'effort en moi qui fait le continuum de mon exister? Qu'arriverait-il si la veille du moi se transformait tout à coup en profond sommeil? Ce que nous avions déjà nommé sommeil complet ou cas de défaillance à l'appui des essais sur les fondements de la psychologie dans le chapitre 1. Mène de Biran le dit, mais non pas en plein, plutôt en creux. Il le dit, dans le sommeil, le somnambulisme, les songes, la folie ou les effets de drogue, citation de Biran, comme aussi, c'est moi qui le dis, la maladie, la séparation, la mort d'un enfant, une catastrophe naturelle ou une pandémie, hors phénomène,
Ce qui était la règle, soit la veille du mois, selon les termes de Biran, c'est lui qui parle de veille du mois, pourrait bien devenir l'exception. Il y a une forme d'insomnie permanente en l'homme, fût-ce seulement pour vivre et se tenir dans la veille, puisque, disait Biran, il faut renaître toujours identique dans la veille, dès lors que l'ego, écrit encore Biran, est suspendu dans le sommeil du moi et de la pensée. Peut-être Maine de Biran découvre-t-il déjà ce que, après lui, Emmanuel Levinas développera par le thème de l'insomnie comme impossible recul et irrémissible fait d'être acculé à soi. Extraction du sommeil, tel est ce qui fait le vivant. De l'enfant qui dort au vieillard qui s'assoupit. Entre-temps et dans le temps, ne tient que cet éveil en lutte contre la fatigue. Et qui fait le vivant? Le moi n'est jamais véritablement mien, fût-ce dans le sentiment de soi, et le corps propre ne m'est jamais propre, le sens de l'effort étant oublié comme abasourdi dans une grande partie de ma vie. L'étranger hors de moi, de mon propre corps, en fait une boursouflure impossible à réduire, car la vie n'est que négativement une manière de ne pas dormir. Ce qui est vrai du sommeil organique le sera plus encore de la main paralysée, car là précisément, l'effort musculaire interne est comme bloqué, alors qu'on sait bien que dans les ondes d'un statut, c'est par la main non paralysée qu'on se sent, et donc comme non éprouvée, ni auto-affectée, de sorte que je ne pourrais plus dire « je suis une odeur de rose ». Merci. Alors nous, après avoir étudié le sommeil comme exception, vous avez bien compris, au fait primitif de l'effort, puisqu'il n'y a plus de résistance dans le corps, ni on va le voir dans la psyché, et que donc je tombe de sommeil, je sombre dans le sommeil, et que dans ce cas, il n'est plus possible de dire moi. D'où le fait que Maine de Biran va écrire « Je ne pense pas toujours ». C'est d'ailleurs le titre d'un chapitre que nous avons étudié, contrairement à Descartes, dit-il. Alors vient un deuxième exemple, après l'exemple du sommeil, qui est celui de la main paralysée. Malheureusement, mon texte est long, donc je ne vais pas vous le développer, mais Maine de Biran fait l'hypothèse, et on dirait du Merleau-Ponty, je cite, cette fois-ci, nous sommes dans le mémoire sur la décomposition de la pensée, en 1805, voilà ce qu'il suggère, deux mains paralysées pour le sentiment extérieur, sans l'être pour le mouvement ou la locomotion volontaire. Qu'arriverait-il alors, je cite Maine de Biran, si je mouvais l'une contre l'autre, écrit-il stricto sensu. Alors je suis désolé, mais le touchant-touché, Maine de Biran absolument en fait la totale description. Il décrit d'abord ce qu'est une main paralysée, et il parle de la main droite non paralysée qui touche la main gauche paralysée, et ensuite il parle des deux mains paralysées, où la main droite et la main gauche paralysées se touchent l'une et l'autre. Il y a tout un développement sur Merleau-Ponty, sur le membre fantôme que je ne peux pas développer. Quelle va être la thèse de Maine de Biran? La thèse de Maine de Biran va être de dire ce n'est pas parce que l'organe par lequel j'acquiers le sentiment du moi, c'est-à-dire par exemple la main dans l'effort intramusculaire, ce n'est pas parce que cet organe est bloqué que je n'ai pas de sentiment du moi. Car le sentiment du moi que j'éprouve par mon corps n'est pas un sentiment localisé dans un organe du corps. Le deuxième exemple pour prouver cela, c'est alors l'exemple de l'hémiplégique. Alors, Maine de Biran ici s'appuie à plusieurs reprises dans ses ouvrages sur un cas qu'il a trouvé d'un médecin de Montpellier qui s'appelle Monsieur Ray Régis, dont il dit qu'il ne connaît pas, dans un ouvrage de médecine, la mère de Biran, et alors il écrit, Maine de Biran, que dans ce cas, ce médecin écrit qu'il était devant un patient qui lui paraissait paralysé de la moitié du corps après une attaque récente d'apoplexie. Alors Maine de Biran va citer le récit de Monsieur Ray Régis pour savoir si finalement, en serrant les doigts de l'hémiplégique du côté de l'hémiplégie, il va sentir quelque chose ou ne rien sentir.
S'il ne sent rien, il n'a pas de sentiment du moi, sauf du côté de la non-paralysie. S'il sent quelque chose, c'est que le sentiment du moi ne vient pas que de la main pressée. Voilà ce qu'écrit le médecin Ré-Régis, très longuement commenté par Maine de Biran. Pour cela, je pris sa main sous la couverture du lit et pressai fortement ses doigts, ce qui lui fit jeter un cri. Alors donc, quoi ? Il jette un cri. Alors pourquoi jette-t-il un cri ? La conclusion, c'est moi qui parle, devrait donc être claire. Dans le cas du touchant-touché, pressant la main de la partie paralysée de l'homme, il ne devrait jamais pouvoir dire « moi » ou « je ». Mais en réalité, il n'en est rien. Il en est autrement. Car la main touchée, ou plutôt pressée par le médecin, est certes celle prise du côté paralysé du patient. L'étonnement est donc là, qui fait que l'analyse biranienne du corps propre, dont on a dit que c'était l'étendue intérieure, alors c'est très intéressant parce qu'il reprend le concept d'étendue de Descartes, mais il le met à l'intérieur, que le corps propre est la seule idée à même de rendre compte, voire de faire avancer le diagnostic. En quoi Maine de Biran est le père de la neurobiologie, bien sûr, mais aussi d'une non-réduction à la neurobiologie, aux psychologie. Car le malade ressent sans sentir, ou pour le dire dans les thèmes de Maine de Biran, éprouve une réplique de l'effort qui donne accès à une réplique de sentiment sans réplique de contact. Je lis la suite de l'exemple. En ayant fait autant à chaque doigt, il sentit une douleur très vive, mais sans la rapporter nulle part. Donc, il crie, il a mal, mais il n'a pas mal à la main qu'on le serre, puisqu'il ne sent rien, mais il a mal dans l'ensemble de son corps. C'est ce que Merleau-Ponty appellera le corps propre, et bien sûr, a rapporté à Maurice Merleau-Ponty la question du corps propre, l'amputé qui sent sa jambe, comme l'existence d'un ami qui ne l'a pas perdu, qui continue avec elle, la mutilation. Et moi-même, je développe alors l'inverse du membre fantôme, ce qui est ma thèse, car ce qui m'intéresse n'est pas le membre fantôme. Qu'est-ce que cela veut dire de sentir un organe qu'on n'a plus, Gudjat, amputé. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce que cela veut dire que de ne pas ressortir un organe qu'on a. Quand on a un membre engourdi, l'anesthésie chez le médecin, c'est ce qui va faire une certaine objectivité de mon propre corps pour moi. Dans le second cas, ne pas ressentir ce que j'ai, anesthésie ou tumeur, on ne constitue pas l'objet, car il est en quelque façon non constituable. Il y a membre, il y a chair, il y a tumeur, il y a une bosse, il y a une plaie, mais dans l'impossibilité absolue de les rapporter à un jeu capable de se les approprier. Alors voit un troisième cas, parce que Maine de Biran est un penseur radical, un colon métaphysicien, prêt à toutes les aventures, c'est le cas du paralytique de naissance. Alors ça, c'est incroyable. Alors Henri Gouillet s'est régalé du paralytique de naissance, qui bien sûr n'existe pas. Parce que on peut même dire que oui, ça ne peut pas exister. C'est plus que l'hémiplégique. On appelle ça un tétraplégique. Mais le tétraplégique, il n'est pas, premièrement, il n'est pas paralytique de naissance, et deuxièmement, il sent toujours quelque chose. Alors je lis. L'hypothèse du paralytique intégral de naissance n'est alors qu'en m'en passant à l'ouverture de la deuxième section de l'essai sur les fondements de la psychologie, dans l'analyse du sens intime. Toujours cette méthode ab absurdo biranienne par excellence, qui consiste à passer par les exceptions pour confirmer la règle. Venant de désigner le sens de l'effort, comme, je cite, ce qui est le plus intime ou le plus près de nous, ou plutôt parce qu'il est nous-mêmes. Oh, c'est parfait. C'est Michel Henry, c'est parfait. Biran, la phrase suivante, nous propose alors ce qu'il nomme une analyse plus détaillée, entrant dans le détail d'une analyse descriptive, certes difficile à envisager, d'une paralysie totale de naissance, plus encore probablement que ce que nous aurions aujourd'hui, non pas hémiplégie, mais tétraplégie, plus encore, où la paralysie des membres n'empêche pas peut-être de sentir, ou tout le moins de ressentir. On aimait en ces siècles de recherche médicale, de médecine et d'encyclopédie mener de telles hypothèses. Et peut-être le paralytique de naissance, on a bien compris qu'on est au cœur du problème, puisque c'est par l'effort intérieur du moi, du corps, que je dis moi,
Eh bien que Biran est le répondant de l'aveugle de naissance de Molineux, bon, développé ensuite par Diderot, Locke, par Locke d'abord, Diderot, Condillac et bien d'autres. Reste que le cas est extrême dans le paralytique de naissance et même radical, puisque jamais le paralytique de naissance ne retrouvera un jour la sensation, à l'instar de l'aveugle de naissance, qui tout à coup retrouvera la vue. En réalité, ce ne sont pas les muscles qui sont menacés, pour Mende de Biran. On en resterait à un diagnostic neurologique. Mais l'accès au moi, ou plutôt au je, en quoi il s'agira vraiment d'une analyse philosophique. Si je peux dire « je suis mon corps », comme je suis une odeur de rose, et je vous rappelle que Mende de Biran fait une erreur en recopiant le texte de Condillac, parce qu'il dit « je suis une odeur de rose » et que Condillac n'a jamais dit « je suis une odeur de rose », mais elle sera donc une odeur de rose. En disant « je suis mon corps comme je suis une odeur de rose », par mon corps propre, qui s'éprouve aussi et d'abord intramusculairement dans le fait primitif de l'effort, l'absence totale de tension musculaire interne ferait disparaître tout moi phénoménal, c'est-à-dire tout sentiment intime du moi. Bref, rien de moi, corps propre et sentiment du moi ne pourra se produire dès lors que le fait primitif de l'effort, organique, est supprimé. Pire encore, c'est à l'intelligence elle-même que le paralytique de naissance ne pourra pas accéder. Dès lors que sans un tel sentiment du moi, et vous voyez l'importance du corps propre et du corps pour Mende de Biran, conquis par le corps propre, c'est l'ensemble du monde qui m'est interdit, ne pouvant que transcendantellement, à partir d'une telle perspective éternelle, impossible à dépasser. Alors voilà ce qu'écrit Mende de Biran dans l'essai sur les fondements de la psychologie à propos du paralytique de naissance. S'il y avait par exemple quelques paralytiques de naissance qui n'eût jamais agi volontairement pour remuer ses membres ou pour mouvoir les corps étrangers, en supposant que cet être pût avoir le moindre degré d'intelligence, ce qui me paraît impossible. Ben oui, car sans corps, pas de conscience, sans corps interne. Il n'aurait pas plus de moyens de lui faire comprendre par des mots ce qu'est l'effort qu'il n'y a d'expliquer à un aveugle-né ce que sont les couleurs et le sens de la vue. Le cas est donc clair jusqu'à ce que le couperet tombe. Un paralytique intégral de naissance, médicalement diagnostiqué, comme ne pouvant plus bouger aucun membre, ni sentir aucun muscle, et donc se sentir lui-même dans son corps propre, devient philosophiquement inapte à toute subjectivité, ce que j'appelle le sujet hors-jeu complet, devenu lapidaire comme une pierre dans le cas du trauma, et même de tous les modes de l'intelligence qui doivent en dériver. Ainsi que le souligne parfaitement Henri Gouillet dans son introduction à son anthologie sur Mende de Biran, signalant par là combien le cas du paralytique de naissance ne peut être omis du simple fait que nul n'est probablement né ainsi, ça n'existe pas. Voilà ce qu'écrit Henri Gouillet. Supposons un paralytique intégral de naissance qui n'aurait jamais pu agir sur ses muscles. Lui exposer le biranisme serait parler de couleur à un aveugle-né. Il lui manquerait l'expérience fondamentale qui le rendrait capable de mettre un sens sous les mots. Allons plus loin. Pour un biranien, l'hypothèse est absurde, tandis qu'un aveugle peut être très intelligent. Un tel paralytique ne pourrait même pas s'élever au niveau de la conscience de soi. Nous avons donc vu que finalement, après la définition de l'aliénation dans ce que j'appelle le corps étranger, je pouvais être étranger hors de moi dans ma corporité, ce que j'ai appelé le corps épandu, selon le principe d'une résistance première et non d'une donation. Résiste, prouve que tu existes, illustré à la fois par le cas du sommeil comme acte de sombrer dans le néant, et dans le cas de la paralysie de la main, mais plus encore de l'hémiplégique, mais plus encore du paralytique de naissance. Il s'agit maintenant de passer de l'étrangeté hors de moi à l'étrangeté à moi, c'est-à-dire passer du physique au moral, c'est-à-dire passer du corps à la psyché, c'est-à-dire passer du corps épandu à hors phénomène. Troisième et dernier paragraphe de cette conférence, l'étranger à moi. Et après, je dirai quelques mots de conclusion sur 3 vies en une. L'alienus,
où l'homme hors de lui et étranger à lui-même, en guise d'aliénation, n'a pas fini de faire parler de lui, si tant est que l'on passe de l'étranger hors de soi, la résistance organique néantisée dans le sommeil et la paralysie, et la résistance à son terme, on n'a pas eu le temps d'en parler, et l'étranger à soi, la psyché cette fois, non plus simplement le corps, devenu parfois, sinon néantisé, au moins bloqué ou totalement transformé. Du corps épandu, dans le sommeil, la main paralysée, l'hémiplégique et le paralytique de naissance, nous pensons à la pensée épandue, chapitre de hors phénomène, pour une de Biran, dans les songes, les états d'ivresse, le somnambulisme et la démence. Je n'aurai le temps de vous parler que des songes, ce qui est déjà pas mal. Il se produit en effet parfois en l'homme, pour revenir à la définition biranienne de l'aliénation, que nous avons vue, une absence complète ou momentanée permanente du sentiment du moi, quoique les fonctions vitales et sensitives n'éprouvent pas d'interruption. Les nouvelles considérations sur le sommeil, les songes et le somnambulisme, soit ce fameux discours prononcé par Maine de Biran à la Société médicale de Bergerac du 19 novembre 1809, dont dit-on que Freud l'a lu. Alors, Vanoussi dit, alors il donne pas la preuve. Et Azouvi aussi dit que Freud aurait lu les considérations sur les sommeils et les songes. S'il les a lus, ça l'a forcément inspiré. Bien. Et je signale que c'est Maine de Biran qui a fondé la Société médicale de Bergerac en 1905. Alors, ce traité de médecine, de psychologie, de philosophie, ce discours, long discours, nous servira alors de guide. Et c'est par les songes, dans les songes, donc nous passons du sommeil organique au songe psychique, que va se dire alors cet étranger à moi. La psychanalyse n'est pas loin, mais ce ne sera pas de la psychanalyse. L'organique du sommeil déjà étudié et le psychique du sommeil que nous rencontrons maintenant ont ceci de commun qu'il y a lieu pour Maine de Biran de sombrer, y compris par son esprit, voire de se néantiser, au moins dans un sommeil où le sentiment du moi et le fait primitif de l'effort sont pour un temps au moins éclipsés. Il n'y a cependant, et probablement, reconnaît Maine de Biran, je cite, « point de sommeil sans songe ». Donc si on ne pense pas toujours, on rêverait toujours. Mais il va le nier après. Ainsi rêve-t-on toujours. Ce qui ne signifie pas qu'on pense toujours, à l'instar de Descartes, ou de penser que dans la veille. Et l'activité que nous avons nommée l'inconscient organique, hier, lors de la dernière leçon, la suite de Maine de Biran, quasiment précurseur de Freud, demeure bien le fondamental de la psyché. À l'instar de mon corps animal, mais purement passif, qui reste toujours en activité durant le sommeil organique, combien même le jeu dans le sentiment de soi et le corps propre dans le fait prise de l'effort serait totalement suspendu, voire néantisé, en même façon, la vie psychique exerce une certaine continuité en dormant, mais d'un tout autre ordre. On l'a vu hier, agent mystérieux, puissance aveugle ou inconscient, c'était les mots de Maine de Biran pour de l'inconscient, en cela que le rêveur descend ici en une mer souterraine dont il n'est pas sûr qu'il puisse remonter. Et je vous redonne cette citation extraordinaire de Maine de Biran dans les essais de fondement de psychologie. « Je quitte le port. Je vais m'enfoncer dans une mer souterraine, mais sans espérer de toucher ses rivages, si éloignés, et de pouvoir m'écrier « Italiam, Italiam », à l'instar de Bonaparte. Mais l'essentiel n'est pas là, au moins pour le penseur de Bergerac, à savoir qu'on rêve toujours et que demeure donc une activité de la psyché, d'une toute autre facture cependant. Car la vraie question est celle de ce moi qui n'est pas moi. Plus moi, qui n'est plus moi, pas moi, plus moi, et que je ne pourrai jamais reconnaître comme moi. C'est toute la différence avec la psychanalyse. Tant les images produites en rêve, et dont parfois je me souviens, me rendent de facto alienus, c'est-à-dire étranger à moi-même. Point n'est question pour Biran d'un non-moi, qui expliquerait ou ouvrirait au moi comme une sorte d'inconscient préparant et justifiant la vie consciente. Dans l'étrangeté, ou plutôt dans l'étrangèreté de soi à soi dans les songes, c'est bien à de l'extravagance, voire à de la bizarrerie à laquelle je suis confronté. Mieux,
ce sont les conditions transcendantales de l'espace et du temps qui sont ici annihilées, et c'est fondamental, c'est-à-dire Kant. Exactement comme dans le cas largement étudié par ailleurs du cinabre de Kant, tantôt rouge, tantôt noir, tantôt léger, tantôt lourd, tantôt léger, ou de l'homme tantôt transformé en un animal ou en un autre, ou de la terre recouverte tantôt de fruits, tantôt de glace et de neige. De l'extra-phénoménal, venant de moi comme du dehors en moi, et non pas de l'infraphénoménal, comme du rêve qui préparerait ou rendrait raison de la veille, ni de supraphénoménal, en guise d'images dans lesquelles je pourrais certes toujours me reconnaître, mais qui me débordent, telle est exactement la nature des songes pour Maine de Biran, extra-phénoménal. Autant d'exceptions, autant de modifications, nous voilà devenus dans le rêve autres à nous-mêmes, en des fantasmes dans lesquels nous aurons bien du mal à nous reconnaître nous-mêmes. Je cite maintenant Maine de Biran dans ses nouvelles considérations sur le sommeil, les songes et le somnambulisme que Freud aurait lu. Je dis d'abord en effet que les songes excluent tout exercice actif de la faculté d'attention, plongée dans les profondeurs. La preuve de ce fait, poursuit Biran, se déduit évidemment de l'extravagance de la plupart des songes, des contradictions ou des bizarreries. On se demande comment un homme comme ça, qui paraît si correct, si timide, si mélancolique, sous-préfet, député, comme les députés, il y a peut-être un peu de violence en l'homme qui se réveille non pas dans l'hémicycle, mais dans l'écriture. Mais ne chante pas la Marseillaise. Je ferme la parenthèse pour ceux qui auront entendu. Alors, je dis, ou qui entendront. Donc, sans aucun jugement, bien sûr. Donc, je dis d'abord que les songes excluent tout exercice actif. La preuve de ce fait se déduit évidemment de l'extravagance de la plupart des songes, des contradictions, de bizarreries qu'ils présentent. Je continue Maine de Biran. Il nous arrive en effet de confondre en rêvant, destruction du transcendantal, de confondre en rêvant les temps et les lieux séparés par de grands intervalles. Il nous arrive, dans le cours d'un même rêve, le même objet se trouve représenté en notre imagination comme existant en différentes parties du monde. Il nous arrive que nous nous entretenons avec des personnes mortes, sans songer qu'elles sont mortes, quoique leur perte même récente nous ait affectés vivement. Ainsi, n'est-ce pas d'abord le contenu du rêve qui intéresse Biran, quand bien même ces descriptions auraient de quoi nourrir bien des psychanalystes et spécialistes du rêve. Nous avons noté que Freud aurait peut-être lu les considérations sur les songes et le somnambulisme. Mais ce qui intéresse Maine de Biran, c'est plutôt l'effet que fait sur nous les rêves, ou mieux, l'absence de nous-mêmes à nous-mêmes dans nos propres songes. Pas du tout la psychanalyse qui va chercher la présence. Car la véritable étrangeté pour Biran, tout à fait juste d'ailleurs d'un point de vue psychanalytique et du refoulement, n'est pas, ça c'est magnifique, que nous ne nous souvenions pas de nos rêves, mais au contraire que parfois nous puissions en faire réminiscence. Donc, ce qui est étrange pour Maine de Biran, c'est pas qu'on s'en souvienne pas, c'est que parfois on s'en souvienne, parce qu'on ne devrait jamais s'en souvenir, parce que le sommeil devrait être un vrai sommeil, comme dans le corps. Je vous cite Maine de Biran. Il ne faut donc plus demander pourquoi nous ne conservons pas le souvenir de tous nos rêves. Il s'adresse à Bergerac, au médecin de Bergerac. Voilà. Il ne faut donc plus demander pourquoi nous ne conservons pas le souvenir de tous nos rêves, mais bien comment il arrive que nous nous en rappelions de quelques-uns. Le sommeil est toujours sommeil pour Maine de Biran, c'est-à-dire une totale absence ou extinction de soi à soi. Quand bien même demeurerait encore une activité de l'organique, voire du psychique, elle ne nous concerne pas ou plus. Et peut-être nous a-t-elle jamais concernés. Et c'est pourquoi, au dire du penseur de Gratteloup, dont on se demandera d'ailleurs s'il n'a jamais dormi, tant il écrivait en sus de ses nombreuses activités intellectuelles et politiques, le sommeil profond, pour Maine de Biran, c'est-à-dire le sommeil sans souvenir, le sommeil dont on ne se rappelle pas dans ses rêves, mais dont on ne sait même pas si on a rêvé, c'est le sommeil parfait. À la question « Pourquoi nous ne conservons pas le souvenir de tous nos rêves ?» mais bien comment il arrive que nous nous rappelions de quelques-uns, le penseur, voire le physiologue et le psychologue de Bergerac répond qu'aucun on se souviendrait de son rêve ou tel rêve, c'est qu'on n'y dormait pas vraiment. Dans un sommeil que l'on nommerait aujourd'hui paradoxal,
Et il y avait beaucoup d'études sur le sommeil à l'époque, et on sait qu'on rêve beaucoup plus dans le sommeil paradoxal, et non pas profond. Voilà ce que répond Mende de Biran à la question « Comment se fait-il que parfois nous nous souvenions de nos rêves ?» Je réponds par l'observation précédente que dans un sommeil complet, il n'y a nul souvenir, et que là où il y a souvenir, le sommeil n'était pas parfait. Je bois un peu. À l'aube de ce 19e siècle, à l'aube du 19e siècle, au 18e, les analyses sur le sommeil vont en effet bon train, et Biran de citer de nombreux physiologiques, Bichat ou Barthez, auxquels il se réfère à plusieurs reprises, qui, dit-il, je cite, ne semble pas avoir saisi ou suffisamment noté le caractère essentiel de cette fonction périodique. D'où sa propre réponse d'un total oubli de soi ou éclipse du moi. C'est pour ça que c'est jamais à moitié chez Mende de Biran, c'est tout ou rien, ou l'éclipse du moi. Dans le sommeil, tant d'un point de vue somatique que psychique, pas davantage qu'il n'y a de sens de l'effort ou de sensation intérieure de soi dans le sommeil organique, sans quoi on ne dormirait pas. Pas davantage n'y a-t-il de sentiment de moi par une auto-affection dans le songe ou le sommeil psychique, ou alors on ne dort pas non plus. Quand on rêve, on ne dort plus. Parce qu'il y a quand même quelque chose, un sentiment de soi, quelque chose. Rêver, c'est encore s'auto-affecter, et peut-être s'auto-affecter plus que jamais, en guise de résistance d'objet. Mais tel est ce que refuse définitivement Mende de Biran dans le sujet hors de lui, ce qu'est notre thèse, ou étranger à soi. Bien dormir, c'est vraiment dormir. Rien ne demeure de moi ou à moi dans le rêve, d'où le fait qu'il est le lieu de la plus grande distance de soi à soi, l'inverse de la proximité de l'affection. Certes, selon un mode de défense, diraient les psychanalystes, bah oui, hein, si je me rappelle bien, c'est la défense, on ne veut pas se souvenir de ses rêves, la censure, bah, pourquoi pas. Mais dont il n'est pas sûr que ce pur néant, comme non-moi, chez Biran, soit plus facile à penser que le neutre du ça, qui toujours me concerne chez Freud. Il ne faut pas non plus dire, oui, c'est trop facile de dire que finalement on justifie le fait qu'on ne se rappelle pas de ses rêves. Parce que le fait de dire qu'on s'en rappelle ou qu'on doit s'en rappeler, ce n'est pas simplement une résistance pour faire sauter une résistance, mais ça peut être aussi la résistance à sombrer dans le pur néant. Puisqu'il y a le pur néant du corps, pourquoi il n'y aurait-il pas un pur néant de la psyché? D'où le fait qu'en philosophie, le rêve est plutôt une mort. Il y a donc loin, pour tout dire, de Biran à Freud, pour penser que la puissance aveugle, on a parlé la dernière fois de l'inconscient organique, ou cet agent mystérieux, puisse encore nous éclairer pour vivre et pour survivre. Le hors-phénomène impose une coupure radicale entre l'obscurité, ça c'est notre thèse, qui attend la lumière, et la nuit noire, qui a tout oublié jusqu'à l'idée même de la lumière. Et Merleau-Ponty, je pense, en reste beaucoup à l'obscurité, sauf peut-être dans le monde sauvage ou dans la barbarie. Enfin, dans le monde barbare. En dépit de l'accusation qui serait certes légitime adressée à Mende de Biran d'un inconscient organique, voire psychique, qui n'explique rien de la vie physique ou morale. On pourrait dire, bah oui, votre inconscient, ça n'explique rien finalement, puisque quand on dort, on dort. On reconnaîtra néanmoins au penseur de Bergerac le mérite d'être vraiment descendu ici dans une psychologie des profondeurs, si l'on entend par là la psychologie comme étude du moi ou de l'âme, ce qui est de son époque, l'essai sur les fondements de la psychologie, et non pas uniquement l'inconscient psychique, à l'instar de Freud, beaucoup plus tard, par exemple, dans les 5 leçons sur la psychanalyse en 1910, et non pas l'essai sur les fondements de la psychologie de 1812. Un siècle sépare la psychologie béranienne et la psychanalyse freudienne. Ce siècle de distance est aussi un lieu de différence. On ne préférera pas l'un, l'absolu néant béranien, à l'autre, le soubassement freudien. Mais on reconnaîtra que l'extra-phénoménalité, la radicale étrangeté, le hors de lui-même, est bien illustré dans cette analyse du rêve d'une surprenante modernité. Et je vous cite à nouveau ici le discours à la Société médicale de Bergerac pour terminer sur le rêve. Et ensuite, j'en arrive à la conclusion spirituelle. 3 vies en une. Le sommeil n'est autre chose que la suspension momentanée de la volonté ou puissance d'effort, une définition très connue de Mende de Biran sur le sommeil, et tous les phénomènes qui l'accompagnent
peuvent s'expliquer par ce seul principe. Alors je conclus maintenant. C'est la conclusion. Dans le livre aussi, ce sera la conclusion, parce que développer la théologie de Mène de Biran, ça devient un autre livre. Enfin, c'est impossible, quoi. C'est tellement majeur, en particulier dans le dialogue avec Michel Henry, qu'il faudrait faire autre chose. Voilà. Mais c'est essentiel, cette fin de vie de Mène de Biran. Donc, conclusion, 3 vies en une. Par combien de vies Mène de Biran sera-t-il alors passé? Et quelle vie? Nul ne saurait le dire ni le déterminer. La vie du défenseur de la garde royale de Louis XVI, lors de la Révolution en 1789, la vie du sous-préfet de Bergerac pendant l'Empire sous Napoléon en 1806, la vie de conseiller d'État et de député de Dordogne à 2 reprises pendant la Restauration sous Louis XVI, en 1816, etc. Mais aussi la vie du fondateur de la Société médicale de Bergerac, ou encore la vie de celui qui aurait voulu fonder une société d'anthropologie. Il la fonde, la Société médicale de Bergerac, en 1806. Il ne fondera jamais, je l'ai dit hier, la société d'anthropologie qu'il voulait fonder, comme il l'écrit en 1820. Et la vie de celui qui se retournera certainement, c'est moi qui dis certainement, dans une conversion au christianisme comme l'ultime vérité en 1823-1824, à l'instar finalement de Michel Henry, et c'est ça qui est incroyable. Et c'est ça qui est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que les 2 dernières années de la vie de Mène de Biran sont les 10 dernières années de la vie de Michel Henry. Puisque Mène de Biran a passé toute sa vie à définir le fait primitif de l'effort et le corps propre, et que Michel Henry n'a passé toute sa vie, en tout cas dans l'essence de la manifestation, à repartir du fait primitif de l'effort et du corps propre, puisque Phénologie et philosophie du corps était le premier chapitre de cette énorme thèse qu'il publiera après. Et comme Mène de Biran, Michel Henry finira par une trilogie christique, et Mène de Biran rapportera une conversion. Je vais vous parler d'un mémorial. Je pense qu'il y a une conversion chez Mène de Biran. Et dans ses notes, en particulier le cahier vert, on trouvera un incroyable commentaire de Saint Jean. Alors, je développe juste ce point. Tel est le point d'acmé, nous l'avons dit, dans le double absolu, de la vie et de la pensée biranienne. C'est-à-dire, cette fois-ci, l'absolu par le haut, l'abandon en Dieu, et non plus l'absolu par le bas, dans le chaos de l'animalité. Car s'il eut certes plusieurs vies, membre de la garde royale, sous-préfet, député, fondateur de société médicale, c'est vers le haut, la vie divine, et non plus seulement à se découvrir ce que c'est par le bas, la vie animale, que l'homme doit s'exercer et aussi s'essayer. Je cite Mène de Biran. Il y a très exactement 3 vies, écrit Biran non loin donc de la fin de sa propre vie, dans les nouveaux essais d'anthropologie, en 1921, il meurt en 24, dit-il, la vie animale ou organique, la vie propre de l'homme, sujet sentant et pensant, et la vie spirituelle, la vie qui connaît Dieu lui-même. 3 vies, certes, mais surtout 3 vies en une. Car à l'instar de la science du mixte, on ne peut pas tout séparer chez Biran, même, on en a parlé avec Olivier hier d'ailleurs, même si certains l'accuseront faussement de dualisme métaphysique, ce qui est le cas de Michel Henry dans le dernier chapitre de Phénologie et philosophie du corps, là où il ne s'agit en réalité que de dualité, voire de triplicité, anthropologique, psychologique et mystique, vie animale, vie humaine, vie spirituelle. Une véritable conversion de Mène de Biran lui-même au christianisme saute aux yeux, au moins selon nous. Je prends le parti. Et si certains la nomment uniquement religieuse, ce qui va être le cas d'Henri Gouillet, dans les conversions de Mène de Biran, on va dire que c'est la conversion religieuse, nous la dirons quant à nous davantage explicitement chrétienne et christique, non pas parce que nous sommes à l'Institut catholique de Paris, quoique ce soit quand même une raison, mais parce que c'est le texte. Tant la chose est patente, au moins à la fin de sa vie, comme il en sera de façon tout aussi explicite de Michel Henry, selon un itinéraire, voire une œuvre en tout point semblable. Certes, on reconnaît le solitaire de Gratteloup dans une note du journal à la date du 6-7 juin 1818, un peu plus tôt. On dit que si les hommes deviennent religieux, je parle ici à ceux qui ont un peu plus d'âge, j'en suis déjà,
et probablement toujours de plus en plus, on dit que si les hommes deviennent religieux ou dévots, on dit que les hommes deviennent religieux ou dévots en avançant en âge. Mais lui-même, Maine de Biran, ne s'arrêtera pas là, car ce n'est pas négativement en raison de la peur de la mort qu'il se tournera vers cet autre absolu qu'est Dieu lui-même, mais positivement, par une profonde, il meurt à 58 ans, alors c'est une vieillesse qui pour nous est une jeunesse, hein, mais positivement, par une profonde et intérieure expérience du sens intime de Dieu, le sens de Dieu, comme il y a aussi pour lui une profonde intérieure expérience du sens intime de soi, le fait primitif du sens intime. Aucune terreur semblable, dit-il, à celle de la mort, voire de la maladie, dicte mot pour mot Biran dans cette même note ou ce même aveu du journal, mais seulement l'aspiration à se tourner ou à se convertir vers Dieu plutôt que de croire seulement en Dieu. Et je cite ici donc cette note du journal du 6-7 juin 1818. Il faut avoir le deuxième volume du journal d'Henri Gouillet et lire les dernières pages, qui sont toutes les trois vies de Maine de Biran, qui ont été reprises après, bien sûr, dans les œuvres complètes, etc. Je lis. Alors Dieu, donc non pas seulement se tourner vers Dieu, mais non pas seulement croire en Dieu, mais se tourner vers Dieu. Je cite Maine de Biran. Alors Dieu, le souverain bien, sort comme des nuages. Bon, ça fait un peu fin 18e. Sort comme des nuages. Notre âme le sent, le voit, en se tournant vers lui, source de toute lumière. Parce que tout en échappant au monde sensible, du monde sensible, l'existence phénoménique, n'étant plus soutenue par des impressions externes et internes, on sent le besoin de s'appuyer sur quelque chose qui reste et ne trompe plus, sur une réalité, sur une vérité absolue, éternelle. Fin de citation. À la peur de la mort comme disparition négative de soi dans son corps, prend donc maintenant le relais, à la toute fin de sa vie, de l'attachement positif à Dieu comme source de toute phénoménalité. Dès lors qu'en vieillissant, et il y a des analyses magnifiques de Maine de Biran, dès lors qu'en vieillissant, on va toujours croissant dans l'absence de soi, tant dans le point de vue du corps, le fait primitif de l'effort, que de l'affect, sentiment du moi. Les personnes qui vieillissent, et on le voit, et on le sait, au lieu d'être révoltées, souvent entrent à distance d'elles-mêmes, à distance du corps et à distance des affects, à tel point que parfois nous nous étonnons de ne pas les voir affectés. Hein, on peut voir beaucoup moins affectés pour des enfants, des petits-enfants, qu'ils ne l'auraient été plus jeunes. Donc, il y a une mise à distance de l'affection, voire une mise à distance du corps propre. Alors, dès lors qu'en vieillissant, on va toujours croissant dans l'absence de soi, tant point de vue du corps que de l'affect, en raison de la diminution, de la perte de la force en soi, puisque c'est l'effort qui me constitue, c'est à s'attacher à Dieu lui-même et non pas aux impressions, externes certes, mais aussi internes, que se convertira Maine de Biran, soit la vie spirituelle, l'esprit qui connaît Dieu lui-même, qui prend le relais, mais peut-être aussi assume et transforme la vie animale et la vie de l'homme. Suivra-t-on alors Henri Gouillet dans les conversions de Maine de Biran, publié en 1948, c'est sûrement lui qui a mis Maine de Biran à l'agrégation de philosophie, à vérifier, qui aura été 3 fois en tout, dont en 2014 par Renaud Barbaras, oui, fini, affirmant, voilà ce que dit Henri Gouillet, si Biran s'est avancé au-delà de platonisme, il n'est pas allé jusqu'au bout du christianisme. Le jugement est sévère, nous semble-t-il, et même faux, sinon pour sauver abusivement la figure d'un purement philosophe, c'est-à-dire dans le cadre d'une laïcité hostile ou neutre plutôt que tolérante, et on avait parlé de ce point pour définir le spiritualisme dans la deuxième leçon. Il n'en est rien à notre avis, car ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni Henri ni Biran, n'ont rien fait d'autre que de s'attacher à la figure du Christ. Fut-elle davantage inspirée de la spiritualité française, du détachement ou de l'abandon à Dieu de Bossuet, et Maine de Biran recopie à la fin de sa vie des pages entières de Bossuet, plutôt que de l'attachement à Dieu et à l'homme dans la veine ignatienne. Car la confession est claire, vécue et même écrite à ceux qui savent la lire et y verront chez Maine de Biran son propre mémorial. Alors, je dis que c'est le mémorial de Maine de Biran. À la date du 23 novembre 1823, alors que Biran dit tout juste arrivé à Paris,
à l'instar d'un certain Blaise Pascal, lui aussi à Paris, rue Monsieur-le-Prince. Pendant la nuit de feu du 23 au 24 novembre en l'an de grâce 1654, jour de la Saint-Clément, l'homme solitaire de Gratteloup, l'homme solitaire, Maine de Biran, tout juste débarqué de Gratteloup, qui arrive à Paris, note et le dit dans son carnet vert, retrouvé par hasard, comme d'ailleurs le mémorial, dans la doublure du manteau de Pascal. S'ensuit alors une série impressionnante de notes écrites de Maine de Biran lui-même dans son propre exemplaire de l'Évangile de Jean. Donc après avoir dit qu'il venait, en sortant de Paris, d'écrire sur la religion, s'ensuit alors une suite impressionnante de notes écrites par Biran lui-même dans son exemplaire de l'Évangile de Jean, sorte de marginalia au prologue, aussi spirituel que parfaitement frappé, et publié pour la première fois par François Naville, comme il était pasteur protestant, ça l'intéressait, sous le titre « Nouvelles notes sur l'Évangile de Saint Jean ». Ainsi lit-on, en guise de commentaire du verset 14 du prologue. Alors ceux qui connaissent Michel Henry, écoutez ce qu'on voit dans les marges. « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité », verset 14, commentaire de Maine de Biran. Le Verbe, l'Esprit ou le Moi, spirituel, a revêtu une forme de chair, sans néanmoins s'identifier à la chair. Jésus-Christ a ainsi été la manifestation la plus vraie du Père des Lumières, c'est le christianisme quand même. Hein. Jésus-Christ a mérité d'être appelé fils unique de Dieu, puisqu'il n'a point de Dieu, puisqu'il n'a point de frère égal en vertu ou en esprit, mais il a pour parents de la même famille, sorti de la même souche, tout homme qui vit de la vie spirituelle et qui le reconnaît comme médiateur. Qui de Maine de Biran a lu Michel Henry dans son propre commentaire de l'Évangile ? Qui de Maine de Biran a lu Michel Henry dans son propre commentaire de l'Évangile de Jean dans C'est moi la vérité ? Ou qui de Michel Henry a lu Maine de Biran dans les marginalia de son propre exemplaire de l'Évangile de Jean ? Nul ne le sait, en cela à tout le moins que Michel Henry lui-même ne l'a jamais signalé. Il n'a jamais dit, il n'a jamais signalé les trois vies pour expliquer sa trilogie. Et surtout, le premier tome, C'est moi la vérité. Le travail, non pas uniquement philosophique, mais théologique et exégétique, reste à mener, quand bien même il aurait déjà été commencé dans un écart entre Maine de Biran et Michel Henry, fort bien souligné par Anne de Varieux dans son ouvrage « L'intériorité réciproque, l'hérésie biranienne de Michel Henry », où elle dit la chose suivante. Henry souligne tout au contraire la décomposition des liens entre les hommes, ce que ne ferait pas Biran, et la substitution à la relation naturelle entre le Père et le Fils de la généalogie divine. Je termine, dernier paragraphe. Reste qu'au-delà des textes et de leur comparaison, y compris de l'actualité pour aujourd'hui de Maine de Biran, non pas uniquement au sens de sa mise au goût du jour, mais de sa possible actualisation et potentialisation. Ça va emboîter les pas de Michel Henry, de Merleau-Ponty, à l'instar du penseur de Bergerac, lui aussi. Eh bien, Michel Henry eut lui aussi sa troisième vie spirituelle cette fois, et qui nous valut sa trilogie. La chose en est heureuse. C'est le moins que l'on puisse dire, et ceux qui l'ont côtoyé le savent. Le destin croisait des aspirations à la fois phénoménologiques et spiritualistes. Parce qu'on peut quand même se demander si finalement Michel Henry n'est pas spiritualiste à la fin. De la lecture de Maine de Biran, même si elles n'osent pas toujours s'avouer dans leur mutuelle fécondité, ne peut alors qu'étonner, pour nous en réjouir aussi, en raison des aspirations spirituelles aussi de Michel Henry à la fin de sa vie. L'absolu par en bas, la vie animale, et l'absolu par en haut, la vie divine, se retrouvent peut-être aussi dans la vie mixte qui est celle de l'homme, mais cette fois, habité d'un Dieu hors phénomène, texte que j'ai écrit, venu nous rejoindre au plus profond de notre trauma ou de notre shéol, ce que j'ai appelé une théologie du samedi saint, moins pour nous en tirer que pour, avec nous, y demeurer. Que l'on reste à l'intime de soi, phénoménologie, ou qu'on s'extasie en un Dieu hors de soi, spiritualisme, on ne cessera alors de s'exclamer, à la suite de Royer-Collard, le jour même du décès de son très cher ami et compagnon de toujours Maine de Biran, c'était notre maître à tous. Je vous remercie. Nous vous remercions de cette
de cette conférence, mais de cette série de conférences qui réintègre, si je puis dire, à supposer qu'il en était éloigné, qui réintègre Mène de Biran. Oui, qui réintègre Mène de Biran dans l'horizon absolument contemporain. Évidemment, il y aurait beaucoup de questions à poser grâce à ce que vous avancez. Je ferai quelques remarques, je ne sais même pas si elles appellent des commentaires. Il me semble que que l'absolu atteint par Mène de Biran, vous l'avez surtout décrit l'absolu par en bas, hein, plus que par en haut. Et évidemment, ça donne une impression de relatif déséquilibre, puisque finalement, c'est le corps épandu qui a la meilleure part. Et donc, la question de la christologie et de la conversion de Michel Henry reste quand même ouverte et sujette à débat. Le deuxième point, plus généralement, je me demande si les oppositions que vous faites entre spiritualité, phénoménologie, etc., sont aussi précises et nécessaires qu'il convient. Je veux dire, je ne suis pas sûr que on peut dire que d'un côté, il y a une approche phénoménologique, de l'autre, il y a une approche spiritualiste. Ce sont des étiquettes un petit peu larges et un peu indéterminées, exactement comme celle de métaphysique. Bon, le troisième point, c'est le point sur lequel nous ne sommes pas d'accord, donc ce n'est pas la peine d'y insister. Je ne vois pas comment il peut y avoir une résistance sans données. Parce que à quoi résiste-t-on? Même le soi, à supposer, ou le corps propre, s'il y a une résistance, il suppose toujours un donné. D'autre part, le donné n'est jamais déjà constitué. C'est justement avec l'épisode de la résistance qu'il peut éventuellement se constituer, ou ne pas se constituer. Et puis, le concept de résistance est très important, et nous partageons le même intérêt pour ce concept, mais il a quand même deux acceptions non contradictoires, mais qu'il faut bien articuler. Il y a d'abord la résistance au sens de... Comment s'appelle-t-elle résiste pour montrer que tu existes. France Gall, c'est ça. Oui. Écoutez, hein, c'est pas mal. Ah oui, mais la résistance, c'est pas seulement une opposition qui permet, par contraste, de faire l'expérience de l'existence, ou plutôt de l'insistance, puisque exister, c'est exister hors de soi, tandis que là, c'est exister en soi, de l'insistance. Mais c'est aussi le fait, la résistance, de justement pouvoir supporter, si je puis dire, l'énergie du donné, la densité du donné, sans exploser. C'est comme la résistance électrique, c'est ce qui permet à ce que le courant électrique devant un métal, passant dans un métal qui précisément ne se liquéfie pas sous sa puissance, se transforme en énergie, en lumière. Donc, c'est à ce moment-là, la résistance a un sens tout à fait phénoménologique, direct et clair. Bon, ça, ce sont d'autres points. Mais enfin, de toute façon, merci beaucoup pour avoir, en quelque manière, redonné si fortement sa pertinence à Mène de Biran, pour la première fois peut-être dans ce qui nous intéresse depuis Michel Henry. Merci beaucoup. Merci. Donc merci Jean-Luc pour toutes ces remarques. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Il s'agit largement de développer davantage l'entrée par le bas que par le haut. Ouais. Bon, il faudrait refaire un livre sur par le haut. Hein. Ah, voilà, allez-y, faites le deuxième volume, je vous ai donné les pages. Voilà. Vous pourriez faire du Mène du Biran. J'en ai fait. Hein. Bon, alors la spiritualisme, vous avez raison, hein, spiritualisme, ça vaudrait aussi pour phénoménologie, etc. J'ai passé quand même 1 heure à définir le terme, qui est très flou, je suis d'accord avec vous,
peut-être beaucoup plus fou que celui de phénoménologie, je suis d'accord avec vous, mais qui essaie de dire quelque chose ou qui rassemble des interprétations. Donc, Vieillard-Baron, il écrit un énorme livre sur le spiritualisme. J'ai osé penser qu'il disait quelque chose. Et Janicot aussi. Alors, Janicot aussi. Donc, c'est ça qui est incroyable. Alors, maintenant, pour ça, je sais que c'est le point sur lequel nous ne sommes pas d'accord, mais c'est tout à fait riche de pensée. Pour moi, je dis juste, Jean-Luc, que la résistance, pour moi, est première, pour la simple raison que, finalement, la donation peut être donnée sans résistance. C'est exactement la question de la révélation. Et donc, elle peut être donnée, et si elle est reçue, c'est qu'il y a une résistance, c'est qu'il y a un écran, etc. Donc, la donation est donnée, abandonnée, tout ce qui est très bien. La seule chose, c'est que quand vous revenez vers Maine de Biran au Condillac, le point de départ est la résistance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de données qui pourraient se donner sans résistance. Parce que c'est parce qu'il y a de la résistance qu'il y a du donné. C'est pour ça que c'est la question du toucher qui... Voilà. Oui, enfin, c'est la formule que je crois nous tenons de celui qui l'a formulé le premier, qui doit être Jean-Luc Chrétien. L'appel ne se lit que dans la réponse. Alors là, on peut dire le donné ne se manifeste que dans la résistance. Voilà. Sauf si, comme je l'ai dit en conclusion de Hors Phénomène, il y a une phénoménologie sans appel. En ce sens que vous dites, sinon c'est l'explosion. Ben oui, c'est l'explosion. C'est ça ma thèse, c'est que c'est l'explosion. Mais encore une fois, Emmanuel, soyez prudent parce que... je le saurais. Non, vous êtes très cool. Ça fait partie de votre charme. Je suis déjà assez vieux, cher Jean-Luc. Imaginez le nombre d'années que j'ai. Il est temps que je sois imprudent. Mais vous l'avez toujours été, c'est ce qui fait votre charme. Merci. Mais je veux dire... la notion d'orphénomène me semble très discutable parce que dès lors que vous en parlez, et surtout si vous en parlez bien, forcément, d'un seul coup, le phénomène apparaît. Et donc, c'est plus orphénomène. C'est-à-dire que le sommeil, la paralysie, le trauma, si on les décrit bien, ils deviennent, comme l'angoisse dans un insight, ils deviennent des phénomènes. Donc, ce qui est orphénomène, c'est ce qui n'est pas encore décrit. Or, vous décrivez, et j'espère que vous décrivez bien de nouveaux phénomènes, je le crois, et donc dans ce cas-là, si vous les faites passer du hors phénomène au domaine de la phénoménalité, et c'est très bien. C'est très bien. Bon. Sur ce point, je vous dis juste, parce que vous avez eu la gentillesse de me téléphoner un samedi matin alors que je faisais la cuisine, rappelez-vous, et vous m'avez dit, allez voir, notre discussion a déjà eu lieu dans la discussion entre Fink et Husserl, et j'ai écrit un texte que vous ne connaissez pas encore, que j'ai donné à la Sorbonne, sur l'inconscient phénoménologique, qui essaie précisément de dire que Fink soutient votre thèse, mais que ce n'est pas la thèse de Husserl dans ses manuscrits. Donc il y a du débat, et il y a des écrits. Merci beaucoup.